Donc on peut se demander, ce que j'émettais tout à l'heure comme hypothèse, ce que c'est l'intelligence, quoi. Alors déjà, on peut se le demander au niveau même des humains. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui fait des grandes études, il est plus intelligent que quelqu'un qui ne fait pas d'études et à quel point on peut mesurer cette intelligence, quoi. Ou justement, est-ce qu'il ne faut pas juste simplement arrêter d'essayer de la mesurer. Donc pour qualifier l'intelligence, moi j'en ai déjà parlé, c'est le test de Turing que vous voyez à gauche. L'autre fait important, c'est un monsieur qui s'appelle Minsky, je crois, qui était là, qui à la fois, dans ses Searle, qui est à la fois un chercheur en mathématiques et qui est passionné d'intelligence artificielle, et en même temps c'est un des plus durs envers l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas, mais il a passé toute sa vie à chercher là-dedans. Mais il n'y croit pas, donc il essaie toujours de démonter ce qu'il fait. Il essaie toujours de prouver que ce qu'il fait c'est faux. C'est des gens un peu fous. Et donc en fait lui il pense au test de la chambre chinoise. Qu'est-ce qu'il dit dans la chambre chinoise? Il dit qu'on prend un humain qui ne parle pas chinois, on lui donne un bouquin, on lui met le signe chinois et le mot par exemple en anglais. D'un côté de la chambre, on va donner des textes en chinois, et lui il va devoir réécrire sur un papier avec son livre de correspondance, un peu comme un dictionnaire, il va devoir réécrire la phrase en anglais. Et ensuite il le passe à la personne qui attend ici. Si on imagine ce test, je pense que tout le monde ici peut le faire. Personne n'a besoin de parler chinois pour pouvoir recevoir un message chinois, bon, ça va prendre peut-être un peu de temps, hein. Chercher chaque signe un par un dans un dictionnaire, écrire la traduction en anglais ou en français, et réécrire ce message. C'est un test qui demande, entre guillemets, aucune intelligence. Et bien pour le chercheur qui a pensé à ça, il est convaincu qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais dépasser ce niveau d'intelligence. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle elle pourra exécuter des tâches qu'un humain fait, c'est-à-dire trouver une correspondance dans un dictionnaire, mais elle ne pourra jamais comprendre ce qu'elle fait. Donc à la différence de, si on met à l'intérieur de cette pièce quelqu'un qui est bilingue chinois-français, il va simplement lire le texte original et réécrire directement. Il n'a aucun besoin d'avoir des correspondances. Pourquoi? Et pourtant, il ne cherche pas de correspondance non plus dans son cerveau, parce que c'est immédiat pour lui que c'est de la traduction, et il pourra même faire, au-delà de la traduction instantanée, et d'ailleurs une traduction de la phrase et non une traduction mot par mot, il pourra même faire une interprétation, en disant oui, mais en chinois, ça, littéralement, on pourrait dire ça en français, mais en français, on va plutôt utiliser ce genre d'expression. Et c'est d'ailleurs, si vous utilisez Google Translate, je suis sûr que vous le faites pour vos DM d'anglais, vous voyez que le pire, c'est, bon déjà il y a plein de fautes, mais le pire c'est quand vous utilisez des expressions soit en anglais soit en français, surtout qu'en français on a plein d'expressions qui veulent entre guillemets rien dire littéralement. Par exemple si vous tapez sur Google on n'est pas sorti de l'auberge, en anglais il va vous sortir littéralement que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Si vous foutez ça dans un DM, là vous êtes à peu près au niveau de l'intelligence artificielle de la chambre chinoise. Vous n'allez pas vraiment être au niveau de l'intelligence humaine. Donc c'est le but un peu de vos profs d'anglais, c'est de vous apprendre ça. Et donc la première fois qu'on parle vraiment d'intelligence artificielle, donc vous voyez les têtes des mecs, c'est quand même voilà, c'est des mecs un peu chauds. Donc on retrouve Claude Shannon, qui est celui qui a théorisé l'information. Et après, les deux importants, c'est ces deux-là. Donc en 1956, il y a une conférence qui est organisée. Donc c'était vraiment une conférence de minoritaires, hein, c'était 20 chercheurs seulement. Et c'est dans cette conférence, donc ils vont parler de maths, de philosophie, de psychologie, c'est dans cette conférence que pour la première fois au monde, quelqu'un dit intelligence artificial intelligence. Et c'est celui qui est tout à gauche, John McCarthy. Et c'est à ce moment-là que en fait, l'intelligence artificielle va devenir un peu populaire, que les entreprises, que l'armée américaine va s'intéresser à cette notion, et que du coup on va essayer d'investir là-dedans, on va mettre de l'argent pour que les chercheurs essayent de développer ces théories, essayent de trouver des choses qui vont, alors pour l'armée pouvoir tuer des gens, et pour les entreprises pouvoir gagner plus d'argent. Il y a aussi
Minsky, qui est juste à droite là, de McCarthy, qui va être un peu comme je vous parlais tout à l'heure de Searle, qui est à la fois chercheur en intelligence artificielle et en même temps complètement contre. Contre dans le sens où il cherche toujours à prouver que ce qui est fait est faux. Lui, il va beaucoup s'intéresser au lien entre la compréhension qu'on a du cerveau humain et comment on peut reproduire ça dans des machines. Pour vous donner un peu le contexte de Minsky, il va mourir, je crois, en 2002 ou 2006, je ne sais plus très bien. Et lui, il est aussi, en parallèle d'être passionné d'intelligence artificielle, il est passionné de cryogénisation. Vous savez, le truc qui dit que vous vous congelez avant de mourir, ou quand vous êtes mort, puis on vous réveille un autre jour, et puis vous êtes revivant. Ça, c'est cool dans les Marvel. Et donc lui, on le réveille en 2051. Voilà. Donc, il est persuadé qu'il va se réveiller. Enfin, en tout cas, avant de mourir, il était persuadé qu'il allait se réveiller. Donc on verra, hein, si on est encore là. Il est vraiment cryogénisé. Ouais, il a été cryogénisé. Ouais. Ah d'accord. Ouais, mais il y en a plein qui sont cryogénisés. Hein. Sauvegardé où? Ah, je sais pas, dans un congèle quelque part. Non, mais il y a des entreprises qui font ça. Hein. Une maladie Comment? qu'on ne peut pas soigner, qui s'est fait cryogéniser, il a dit on soin ou 2 ans. Je sais pas, mais je pense que tu cherches ça sur internet, ça se trouve. Hein. Non, c'est vrai. Demande à Google. Et donc à partir de ce moment-là, on commence vraiment à réfléchir sur ces différents concepts, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'informatique, mais qu'est-ce qu'on considère vraiment intelligent? Est-ce que la machine elle va faire que des choses qu'on fait déjà? Est-ce qu'elle va, comme tu disais, dépasser ce qu'on n'arrive pas à faire? Est-ce qu'elle va simplement nous aider? Et en fait, on en arrive, alors juste pour schématiser, on en arrive à plus ou moins à cette dissociation en 3, en 2 ou en 3. Donc on va parler de l'intelligence artificielle faible. Donc l'intelligence artificielle faible, c'est celle qui va simplement en fait réussir à faire des choses que les humains font déjà très bien, elle va juste le faire plus vite. Mais elle reste très rationnelle dans le sens où elle va simplement pouvoir effectuer des opérations. Elle n'a pas ce qui fait le propre de l'humain, c'est-à-dire les émotions, la conscience de soi, les vices, quoi d'autre? L'imagination. L'imagination, on peut plus ou moins la faire. Mais en tout cas, cette intelligence artificielle faible, elle va juste pouvoir apprendre plus vite, enfin apprendre et faire des choses beaucoup plus vite, comme un algorithme classique, mais sans avoir conscience d'elle, sans avoir des émotions, sans avoir de l'intuition aussi. Et ensuite, il va y avoir toute la partie de l'intelligence artificielle qu'on appelle forte. Donc là, on le distingue en deux. On distingue l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire qu'il y a, elle, des capacités d'apprentissage pas seulement limitées à un domaine donné. Donc, par exemple, quand on fait de la recommandation sur YouTube, l'algorithme, l'intelligence artificielle qui fait ça, elle est spécialisée dans faire des recommandations de vidéos sur YouTube. Si vous la mettez à travailler sur Siri, elle va rien faire du tout. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle faible. Par contre, un robot qui est censé interagir avec des humains, lui, il va devoir s'adapter à n'importe quelle situation. Donc s'il voit un animal, il doit pouvoir s'adapter. S'il tombe par terre, il doit pouvoir s'adapter. Donc c'est vraiment... il n'est pas spécialisé dans quelque chose, mais il est vraiment global. Donc ça va être de l'intelligence artificielle. Forte, qu'on appelle froide. Donc forte, froide, dans le sens où elle a des capacités d'adaptation gigantesques, mais il reste le fait qu'elle n'a pas de conscience d'elle, elle n'a pas de mécanisme biologique, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiment, d'intuition, de tout ce qu'un humain a. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, sensitive, sensorielle. Juste pour vous rassurer, cette partie droite là, on n'y est pas du tout, quoi. Pour l'instant, donner des émotions, donner une conscience en soi, il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus ou moins une piste, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas un robot qui existe que vous pouvez acheter qui a une conscience de lui-même ou qui a des émotions. On peut simuler qu'il y a des émotions. On parlait tout à l'heure du chatbot qui va devenir sec si vous utilisez des insultes, qui va être cool si vous utilisez des smileys. Mais c'est simplement parce qu'on lui a dit, voilà, quand il y a des smileys, tu deviens cool, et quand il y a des insultes, tu deviens sec. Mais en soi, il n'a pas une personnalité propre à lui-même.
Euh, donc c'est à ce moment-là, donc, aux alentours des années 50, 60, qu'on commence à voir ces distinctions entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte. Et à partir de là, on va commencer en fait à mettre de l'argent dans les chercheurs et dans les sociétés qui essaient de faire de l'intelligence artificielle, et on va commencer à faire les premiers systèmes. Parce qu'avant ça, c'était que de l'écrit, c'était que de la théorie, il n'y avait rien de pratique. Et donc, on va voir qu'il y a une série de succès de l'intelligence artificielle qui vont être développés à partir de 1956. Et en gros, c'est trois domaines différents. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par tâtonnement. Donc ça, c'est très facile à comprendre. Imaginez, vous mettez un robot dans un labyrinthe, à un bout. Le raisonnement par tâtonnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ok, à chaque carrefour, j'ai 1, 2, 3 possibilités. Je peux aller à droite, tout droit, à gauche. Ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement noter toutes les possibilités et il va toutes les essayer. Donc il va partir de là, il va dire, ok, je vais à droite, ah ça marche pas, j'ai une impasse. Donc je reviens au carrefour précédent. Maintenant j'essaye à gauche. Maintenant j'essaye à gauche, ah ça marche pas. J'essaye là, ça marche pas. J'essaye là, ça marche pas. Et donc en fait, il va essayer toutes les possibilités jusqu'à au bout d'un moment, forcément, il va tomber sur la dernière, il va sortir. Donc le raisonnement par tâtonnement en soi, ça marche parce qu'on peut dire à une machine, ok, on te file pas le plan du labyrinthe, tu dois sortir. On te met dedans, tu dois sortir. Elle va réussir. Le problème, c'est que si vous avez des milliards de possibilités dans un labyrinthe, là je pense qu'il y en a une bonne centaine de milliers dans ce labyrinthe-là, bah vous allez mettre énormément de temps à sortir. Imaginez-vous, hein, faire ça dans un labyrinthe vous-même, c'est la meilleure solution pour sortir d'un labyrinthe si vous êtes coincé. Technique bien connue, vous mettez la main sur le mur droit et vous allez tout le temps tout droit sans jamais bouger la main sur le mur de droite. Et en fait, vous allez, en faisant ça, tester toutes les possibilités sans jamais revenir sur votre chemin. Et vous allez pouvoir de toute façon au bout d'un moment se trouver la sortie. Donc ça, c'est vrai dans tous les labyrinthes. Mais par contre, si vous avez un moment au bout du couloir, si vous voyez la sortie, vous n'allez pas commencer à essayer toutes les autres possibilités, vous allez aller directement à la sortie. Ça, un raisonnement par tâtonnement, lui, il ne comprend pas ça. Et donc ça, c'est utilisé dans quelques systèmes et ça commence à marcher parce que c'est la première fois qu'on programme quelque chose et qu'on ne lui dit pas ce qu'il doit faire, mais il trouve tout seul. Et c'est comme ça qu'on fait par exemple la première machine qui joue aux échecs. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'à chaque tour aux échecs, elle va se dire ouais, je peux jouer tous ces coups-là, je peux jouer tous mes pions dans tous les sens. Et elle va essayer de écoute, j'essaye celui-là, et puis si ça marche pas, la prochaine fois je le jouerai pas, et la prochaine fois je jouerai celui-ci, et ainsi de suite. Elle va vraiment faire pas tâtonnement. Donc ça fonctionne, mais c'est très très lent et pas du tout optimisé. Le deuxième grand type, c'est ce qu'on appelle les réseaux sémantiques. Donc les réseaux sémantiques, c'est déjà un peu plus intelligent. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lier des notions entre elles. Donc les notions, ça va être soit des adjectifs, soit des noms. Et ensuite, on va mettre des verbes entre ces notions. Donc par exemple, un mammifère est un vertébré, un chat est un mammifère, un ours est un mammifère, une baleine vit dans l'eau, un poisson vit dans l'eau. Ça va permettre de faire des choses qui étaient impossibles à l'époque, c'est-à-dire de pouvoir dire, ben voilà, je veux tous les animaux aquatiques, et on va pouvoir sortir d'une seule façon en regardant eau et toutes les notions qui ont la relation vie-dans. On va pouvoir sortir, du coup là, poisson, baleine, parce que on sait que toutes ces notions-là sont rattachées à eau avec le verbe vie-dans. Donc ça, c'est ensuite ce qu'on appellera les systèmes experts, c'est-à-dire que ça marche très bien parce qu'on a une vraie logique humaine de compréhension du fait qu'une baleine vit dans l'eau, un poisson vit dans l'eau, et qu'un poisson est un animal. Le seul problème qu'il y a à ça, c'est que vous imaginez faire ça pour tous les animaux, parce que ça c'est un humain qui le fait au départ. L'intelligence artificielle utilise en gros ces connaissances-là, mais c'est un humain au départ qui doit les écrire. Donc ça veut dire que si on veut faire ça pour tous les animaux du monde, il va falloir un par un dire, voilà, lui il vit dans l'eau, il vit sur la terre, et après on peut même aller plus loin, on peut dire l'ours mange le chat mange l'oiseau mange le ver, et on peut aller comme ça, on peut refaire toute la chaîne alimentaire, et on peut du coup avoir plein d'applications super sympas, pour savoir par exemple si on veut tuer l'ours, peut-être que théoriquement si on supprime tous les vers de terre,
ne seront pas mangés par des oiseaux, qui ne seront pas mangés par des chats, qui ne seront pas mangés par ainsi de suite, par un ours, on pourra tuer les ours. Donc on peut faire des déductions, c'est des raisonnements complètement par déduction, mais le seul problème c'est qu'on doit écrire toute cette information au départ dans un système, et ça c'est super long, et c'est complètement impossible à l'échelle globale de l'intelligence artificielle. Le dernier principe, dans lequel on ne rentrera pas dans le détail, mais vous verrez qu'on en reparlera après, c'est le perceptron. Donc en fait, le perceptron, c'est quoi? C'est de créer un algorithme qui marche comme un neurone. Est-ce que vous voyez comment ça marche un neurone? Votre cerveau, ça marche comme ça. Un neurone, c'est... alors déjà, un neurone, dans notre cerveau, c'est des signaux électriques qui sont échangés, et c'est de l'information. Ce qu'on appelait tout à l'heure de l'information, de la théorie de l'information. Et en gros, un neurone, c'est ça. C'est ce dessin-là. Et un neurone, lui, il a toujours deux entrées. Dans ces deux entrées, il y a deux signaux électriques qui vont arriver. Et lui, il est configuré, si vous voulez, d'une façon à ce qu'ensuite, ici, il donne un signal de sortie. Donc par exemple, si on lui envoie 0 et 1, il va envoyer 0 ou 1 ou rien du tout. Si on lui envoie 1, 1, il va plutôt envoyer 1. Et ça, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Sauf que dans votre cerveau, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Voilà. Et c'est en fait plein de neurones qui sont attachés entre eux et qui vont faire transiter de l'information en prenant chacun des micro-décisions, c'est vraiment des décisions. Et il ne faut pas essayer de comprendre ça dans le sens où un neurone il va être spécifique pour savoir les couleurs, par exemple. Pour décider si la couleur, on dit que c'est du bleu, on dit que c'est du rouge. Ça va plutôt être des groupes de neurones qui vont faire ça. Mais par exemple, ici, si vous considérez ici tous les signaux électriques d'entrée qu'on va arriver, ici c'est peut-être l'œil. C'est peut-être l'œil qui est ici, donc c'est la vue qui va être connectée, qui va envoyer tous ces signaux électriques de ce qu'on voit autour de nous. Et à la fin, peut-être que le signal électrique de sortie, ça va être votre main, pour savoir si vous êtes en train de toucher quelque chose ou si vous êtes loin de le toucher. Donc ça, c'est comme ça que marche le cerveau. Alors évidemment, les neurones, quelques millions dans le cerveau, on a tous les jours qui meurent et tous les jours qui renaissent, et ils sont tous les jours en train de se reconfigurer en fonction de ce qui nous arrive dans notre vie. Et c'est en fait en comprenant ça que les scientifiques vont imaginer ce qu'on appelle le perceptron, qui est en fait une modélisation mathématique de ça. Donc, ici vous le voyez, il y a quelque chose qui arrive en entrée, il y a deux entrées, exactement comme dans un algorithme, il peut y avoir deux entrées. Ce neurone, il est configuré. Alors là, ils disent, voilà, t égale 0,5, on va dire que c'est une configuration, c'est 0,5. En sortie, il va redonner soit l'entrée 1, soit l'entrée 2. Voilà, tout simplement, c'est vraiment, il n'y a rien de plus à comprendre que ça. Et à l'intérieur, ici, c'est juste, on lui dit, c'est vraiment une condition minimale, et c'est pas une condition qui est palpable. C'est pas si c'est bleu, tu renvoies bleu, si c'est rouge, tu renvoies rouge. C'est vraiment des signaux électriques, et il en faut des millions pour qu'on puisse traiter une information qui a un sens. Donc, on imagine ça, là on est vraiment à cette époque-ci à l'imagination de ce principe. Mais le fait même qu'on l'imagine, ça rend tout le monde fou. Parce que tout le monde se dit, on va réussir à recréer un cerveau humain. Mais pas du tout. Mais ça marche pas du tout, et en fait, il y a, dans les prochaines années qui suivent, à partir de 1974, il y a une désillusion complète. Tout le monde arrête de mettre de l'argent dans l'intelligence artificielle, plus personne n'y croit. 74 à 80. Et pourquoi plus personne n'y croit? C'est simplement parce que les gens avaient été, enfin, pas simplement parce que, mais en tout cas les gens avaient été beaucoup trop optimistes là-dessus. Donc je vous disais tout à l'heure que Turing disait qu'en 2000, 30% de la population serait bernée par les agents conversationnels. Ils penseraient que les humains sont en train de leur parler. Et on voit ici des exemples de gens qui ont dit pendant 58,
d'ici 10 ans, tout le monde sera champion du monde des échecs. Qui résoudront des théorèmes mathématiques majeurs. Ou alors que les machines seront capables d'ici 20 ans de faire tout le travail que l'homme peut faire en 65. Donc en 85, vous imaginez, en 85, on avait à peine les premiers ordinateurs qui commençaient à devenir grand public. Donc il y a une grande désillusion, et donc il y a ce qu'on appelle la période d'hibernation de l'intelligence artificielle, où il n'y a plus d'argent. Les chercheurs, ils peuvent chercher dans leur coin, mais ils n'ont plus d'argent s'ils veulent s'acheter des ordinateurs, des choses comme ça, ils n'ont plus d'argent du tout. Et encore une fois, donc Minsky, dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui s'est fait cryogéniser, il écrit un livre qui s'appelle, avec ce monsieur-là, il a écrit un livre qui s'appelle Perceptron, donc, qui parle de ça, mais qui n'en parle pas du tout en bien, qui le critique, qui le démonte complètement, et qui dit c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Étant donné que c'était une des personnes les plus écoutées dans le domaine, tout le monde s'est dit en fait on était très content d'avoir trouvé cette espèce de modélisation du neurone et du cerveau. En fait ça ne va pas du tout marcher et il essaye de démontrer que ça ne marchera pas. Comme je vous disais tout à l'heure, les objectifs ne sont pas atteints. Donc les chercheurs avaient donné pas mal d'objectifs aux intelligences artificielles, refaire tout le travail humain, tout ça. Ça n'a pas du tout été tenu. Et surtout, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne connaît pas vraiment les problèmes, on ne connaît pas les prochaines étapes, on n'arrive pas à s'imaginer qu'est-ce que va être demain les prochains défis de l'intelligence artificielle. Et les problèmes qu'on a, c'est premièrement une puissance de calcul trop faible. C'est-à-dire qu'à l'époque, et d'ailleurs même après, en 69, non avant, en 69, donc c'est quand on a lancé le premier homme sur la Terre. Toute l'opération de la NASA, qui a lancé le premier homme sur la Lune, pas sur la Terre, c'est la même puissance de calcul que vous aviez dans le premier iPhone. Vous imaginez le premier iPhone qui existait, donc je ne sais plus c'était en quelle année, il avait autant de puissance de calcul que la NASA en 69. 2008. En 2008, ouais. Il avait autant de puissance de calcul et en plus il était comme ça un iPhone. Ensuite, il y a ce que je vous disais, une complexité algorithmique trop importante. Alors la complexité algorithmique, c'est pas forcément important de comprendre exactement ce que c'est, mais vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais du labyrinthe, vous voyez qu'il y a une complexité qui est gigantesque. Si l'algorithme est entre guillemets bête, et qu'il va tester toutes les possibilités, il va jamais s'en sortir, quoi. Parce que quand on parle à Siri, vous imaginez, on peut lui parler dans n'importe quelle langue, on peut utiliser tous les mots qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Il y a des milliards et des milliards de possibilités pour formuler des phrases. Donc c'est pas possible d'avoir un raisonnement qui est par tâtonnement. Donc il y a trop de raisonnements qui sont... les raisonnements sont basés sur la connaissance, donc le fait de pouvoir savoir, par exemple quand on disait tout à l'heure, voilà, la baleine vit dans l'eau, le poisson vit dans l'eau, il faut avoir engrangé cette connaissance. Et le problème c'est qu'à l'époque, Internet c'est encore très petit, et il n'y a pas de connaissances numériques à l'époque. Quand on voulait chercher quelque chose, c'était dans une encyclopédie. Vous pouvez demander à vos parents qui doivent être à peu près de cette génération-là, qui sont nés à peu près dans ces années-là ou avant. À l'époque, s'ils avaient une question, ils allaient à la bibliothèque et ils cherchaient ou ils demandaient à quelqu'un, mais ils n'avaient pas en 1 seconde 5 l'information sur Internet. Donc il n'y avait pas de connaissances qui étaient numérisées. Donc vu que l'intelligence artificielle, elle apprend à partir de connaissances, si on n'a pas de connaissances numériques, on ne peut pas faire apprendre l'intelligence artificielle. Et enfin, on a des formes de logique qui sont nécessaires. Alors, à l'époque, on ne se rendait pas forcément compte, mais aujourd'hui, on le sait, il manquait des logiques mathématiques qui font qu'on n'était pas capable de faire des intelligences artificielles. Et ensuite, ça repart. En 1980, ça repart pour plusieurs raisons, notamment parce que la puissance de calcul a augmenté, on a avancé dans la théorie mathématique, donc on a des nouvelles logiques, et puis Internet a commencé à avancer. Et donc on arrive à avoir un premier succès avec ce qu'on appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure sur la baleine vit dans l'eau, le poisson vit dans l'eau, c'est configurer un système qui est intelligent, qui apprend tout seul, mais vraiment super dédié dans un seul domaine. Donc c'est pas très très dur à faire, mais c'est très très efficace dans un domaine. Je ne sais pas si vous connaissez tous Akinator. Ouais. C'est quand même bluffant, non? Ouais. Ben ça, c'est un système expert. C'est vraiment, on lui a appris à reconnaître on lui a appris à poser des questions et en fonction des réponses, trouver quelqu'un. Trouver la personne à qui vous pensez.
Si vous n'avez pas testé, faites-le, c'est assez marrant. Et c'est très 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 dur, c'est très très dur, sauf si on lui ment, de le tromper. Tout le monde connaît, ouais, plus ou moins ou pas? Akinator, c'est genre un génie, c'est un site internet où vous avez un génie et il vous dit pensez à quelqu'un. Donc vous pensez à quelqu'un et ensuite il vous pose des questions. En général, au bout de 10 questions, il a trouvé à qui vous pensez. Vous pouvez penser à ce que vous voulez, à votre mère, votre chat, un personnage de bande dessinée, un personnage de film, un acteur de film, quelqu'un qui est mort, qui est vivant, peu importe, au bout de 10 questions en général, et vous n'avez pas l'impression qu'en plus ces questions sont très spécialisées sur enfin, qui vous amènent vraiment à la personne. Et il trouve, et c'est hallucinant, et ça fait un paquet de temps que ça existe, puisque moi, quand j'avais votre âge, je connaissais déjà ça. D'accord. Donc, ouais, ça date de un truc genre 2008, un truc comme ça. Donc ça, c'est les premiers ce qu'on appelle les systèmes experts qui vont fonctionner. Et il y a déjà une société qui va économiser 1 million d'euros en un an grâce à un système expert. Donc c'était une société qui vendait des espèces de, c'était pas des Minitel, mais c'était des ordinateurs pour les professionnels. Des ordinateurs qui, je crois, dans l'administration, des trucs comme ça, pour imprimer des choses. Et le problème qu'ils avaient, c'était que pour chaque client, ils devaient configurer les ordinateurs. Et bon, il y en avait des milliers à chaque fois à configurer. Donc, il fallait pouvoir mettre le bon nom, pouvoir mettre les menus comme il faut. Donc à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très manuel. Et en fait, ils ont créé un système expert qui, en fonction du client, on lui donnait différents paramètres du client, quelle langue il parlait, quelle tâche il allait effectuer, ainsi de suite. Le système expert, lui, il allait déduire, à partir de ça, la configuration, parce qu'on l'avait entraîné à créer des configurations, à faire les configurations des ordinateurs tout seuls. Et donc ils ont pu, alors bien sûr, on y reviendra après, mais ils ont pu supprimer plein d'emplois et aller 10 fois plus vite là-dedans avec un coût qui est quasiment nul. Et ils ont pu en un an économiser 1 million d'euros. Donc en général, quand il y a ce genre d'événement qui se passe dans un domaine, tout le monde se rue dessus. Tout le monde se dit, mais l'intelligence artificielle, c'est un truc de malade, on peut économiser énormément d'argent. Malheureusement, c'est un peu comme ça que ça se passe tout le temps. La deuxième élément dont on parlait tout à l'heure, qui devient intéressant à partir de 1980, c'est l'ensemble des connaissances, parce que Internet commence à vraiment bien fonctionner, on commence à avoir des moteurs de recherche, on commence à avoir de l'information qui est stockée, qui est libre d'accès pour tout le monde. Vous imaginez Wikipédia, en 1980, c'était l'ensemble des encyclopédies du monde qui étaient sous format papier. Aujourd'hui, toute l'information, toute l'histoire du monde, elle est en 2 clics sur Internet. Et donc, non seulement on commence à avoir plus de connaissanmes numériquement, on va dire, sur les ordinateurs, mais en plus, on prend vraiment conscience que c'est ça qui va tout changer, plus que les théories mathématiques. Et ensuite, le connexionnisme. Alors le connexionnisme, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le neurone. C'est de pouvoir en fait connecter des neurones entre eux. Le connexionnisme est de retour. Donc il y avait, vous vous souvenez, il y avait le perceptron qui s'était fait démonter par Minsky, qui avait écrit un livre qui s'appelait Perceptron, où il disait c'est n'importe quoi, ça ne fonctionnera jamais, il manque plein d'éléments et jamais de la vie on arrivera à recréer quelque chose qui simule le cerveau. Et bien, il y a John Hopfield qui en 82 reprend la théorie du perceptron, modifie quelques concepts, et en fait lui s'est énormément intéressé aux neurosciences, donc c'est-à-dire comment fonctionne réellement le cerveau de manière biologique, et il a réussi à faire les premiers systèmes qui utilisent les équivalents des neurones et qui satisfont toutes les conditions que Minsky posait dans son livre. C'est-à-dire qu'il disait voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Le réseau de Hopfield, c'est la première fois où une approche, on va dire, qui simule le cerveau et réussit à passer toutes les étapes qui ont été formulées. Et ensuite, donc, à partir de là, on commence à créer plein d'intelligence artificielle, donc soit plutôt basé sur des systèmes experts, donc c'est des algorithmes qui sont spécialisés dans un domaine bien particulier, soit qui sont plutôt basés sur des raisonnements comme ce que le cerveau peut faire. Et IBM, que je pense que vous connaissez tous, qui est une société d'informatique qui est très très vieille, qui arrive à battre le champion du monde de l'époque des jeux d'échecs avec un ordinateur. Donc là, ce que vous voyez, c'est Kasparov, donc le champion du monde en titre, qui joue aux échecs.
Et ici, c'est un ordinateur qui s'appelle Deep Blue, dans lequel en fait on va rentrer les positions des pièces. Et lui, il va réfléchir pendant une seconde 5 et il va donner son prochain mouvement qu'il a envie de faire. Et il va battre le champion d'échecs, et à l'époque, c'est une complète révolution. C'est en combien? Comment? C'est en combien? En combien quoi? En quelle année? En quelle année? Je crois que c'est... Bon, je l'ai là, non, je l'ai pas là. Je crois que c'est en 86 ou quelque chose comme ça, ouais. Mais je pourrais retrouver si tu veux. Et donc je vous parlais tout à l'heure qu'on avait déjà, avec les raisonnements par tâtonnement, des machines qui pouvaient jouer aux échecs. Alors, elles étaient nulles, hein, mais elles pouvaient jouer aux échecs. On pourrait leur dire les règles c'est ça, et puis elles essayaient de faire des trucs. On a comparé la vitesse Deep Blue, donc je sais quoi, c'est 30 ans après, elle est 10 millions de fois plus rapide que la première machine qu'on a faite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'avancée en si peu de temps. Et c'est comme ça qu'en fait se passe toute l'informatique. Et c'est exactement les clés. Et après, on va passer à vraiment comment fonctionne l'intelligence artificielle et plus l'histoire. Mais c'est les clés de l'intelligence artificielle et en général de l'informatique. C'est que tout croît de manière exponentielle. Vous allez sûrement entendre parler dans votre vie de ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, c'est... Est-ce que vous connaissez Intel? Intel, les processeurs Intel. Intel, donc Moore, c'est un mec, je me demande si c'est pas le créateur d'Intel d'ailleurs, qui a formulé la loi de Moore. Et la loi de Moore, elle dit que tous les ans, la capacité de nos processeurs double. Ouais, et les coûts sont divisés par 2. On verra quand il n'y aura plus de silice sur Terre. Ça, c'est un autre débat. Et qu'est-ce que ça fait en fait quand tu doubles tous les ans? Ça fait exactement ça. Enfin, c'est pas exactement ça, mais on peut voir ici, en 2005 on avait ça, en 2006 on avait le double, en 2007 le double, en 2008 le double, et donc ça fait quelque chose qui est exponentiel et pas quelque chose qui est linéaire. Donc en fait c'est pour ça qu'en 20 ans de recherche et d'expérimentation, on arrive à avoir... Je suis sorti de la 13. C'est pour ça qu'en 20 ans d'expérimentation, on arrive à avoir une machine qui est 10 millions de fois plus rapide. Parce que si on avait quelque chose qui évoluait de manière complètement linéaire, au bout de 10 millions d'années, on aurait eu quelque chose de 10 millions de fois plus rapide. Et donc les clés de la réussite de l'intelligence artificielle à partir de là, c'est l'augmentation du nombre de données qu'il y a sur Internet et qu'il y a de manière numérisée. Vous voyez en 2005, c'est quoi? C'est en zettabytes, donc ça doit être des milliards de gigas. Donc c'est ça, c'est des choses comme ça. Donc en 2005, on en avait très très peu. Et là, aujourd'hui, on est à peu près ici, quoi. Donc 30 milliards je pense que c'est des terras, 30 milliards de terras. Et c'est la même chose, donc ça c'est pour le nombre de données qu'on a sur Internet et sur les ordinateurs. Et c'est la même chose, on parlait de la loi de Moore, ça c'est les processeurs. Donc ça, en gros, c'est la puissance des processeurs. Et donc en 2002, les processeurs étaient vraiment très très lents. Et aujourd'hui, vous avez GTX Titan, ça doit coûter maxi 300 € sur un site internet, quoi, sur Amazon. Et ça doit être 1 milliard de fois plus puissant que ce que la NASA avait quand ils envoyaient quelqu'un sur la Lune. Donc c'est ça en fait, les deux vraies clés de pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle est aussi performante et qu'elle est aussi globale, c'est-à-dire que vous pouvez la voir, vous avez tous les jours, vous faites une recherche Google, c'est de l'intelligence artificielle, vous prenez une photo sur Snapchat, c'est de l'intelligence artificielle, tout est de l'intelligence artificielle. Pourquoi elle est même jusqu'à nos téléphones? C'est parce que, on a énormément de données maintenant sur Internet, et donc ces données nous permettent d'entraîner des algorithmes, et 2, on a des capacités de calcul qui sont très très puissantes, qui sont très très peu chères à produire, et aussi qui sont très très petites. Avant, le premier ordinateur, je crois qu'il était dans une salle de 200 mètres carrés. Aujourd'hui, voilà, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu à l'intérieur d'un processeur de téléphone, c'est environ cette taille-là. C'est à peu près, c'est plus petit qu'un ongle, c'est la moitié d'un ongle de petit doigt, quoi. Et ça, c'est peut-être pas cette puissance-là, mais c'est une assez bonne puissance quand même. Donc voilà les deux clés qu'il faut vraiment retenir, plus que toutes les mathématiques qu'il peut y avoir autour de l'intelligence artificielle et toutes les avancées plus théoriques. Donc là maintenant on va commencer à voir de manière plus précise, là on a vu un peu comment l'histoire s'était déroulée, mais je ne vous ai pas forcément
expliquer de la base comment ça fonctionne l'intelligence artificielle.